Je suis donc magistrat. Essentiellement, j'ai été juge des enfants et juge aux affaires familiales. Je voudrais centrer mon propos sur la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles, tout particulièrement du point de vue du juge des enfants en assistance éducative, mais peut-être aurai-je l'occasion d'aborder aussi les violences au sein du couple. Et je voudrais commencer en faisant référence à un livre que vous connaissez sans doute, c'est ce récit terrible, Une semaine de vacances, écrit par Christine Angot. C'est une lecture insoutenable et pourtant d'une très grande pudeur. Et au milieu de ce récit et de toutes ces descriptions cruelles, il y a un témoin passif et muet des tortures qui sont infligées à cet enfant. C'est un livre qui est posé sur la table de nuit de la chambre de l'homme avec qui elle se trouve. Et ce livre, c'est Chien perdu sans collier. Alors, je pense que vous connaissez ce livre et ce film qui nous parle d'enfants en danger et d'un juge, incarné par Jean Gabin dans le film, qui le protège. Mais dans ce récit, Une semaine de vacances, ce juge est le spectateur muet et passif des tortures infligées à cet enfant. Et je suis ce juge. Je suis ce témoin passif de la violence infligée aux enfants qui sont confiés à ma protection. Je suis parfois celui qui les protège, bien sûr. Je survis. Vous avez vos insomnies, moi j'ai des insomnies de juge. Est-ce que j'ai bien fait de placer cet enfant et de l'arracher à sa famille pour le protéger des maltraitances et des violences sexuelles ? Ou est-ce que j'ai eu tort, par précaution, de le placer dans un foyer, une maison d'enfants et de le priver de sa famille ? C'est cet arbitrage qui fait mes insomnies. Alors bien sûr, il faudrait réfléchir à améliorer la loi, puisque c'est le thème que nous sommes sur cette table ronde chargés d'aborder. Mais je serais en deçà de ces propositions. Peut-être pourrait-on essayer d'améliorer notre loi en suivant l'exemple de la République démocratique du Congo. J'ai été vraiment extrêmement impressionné par ce que vous avez dit, docteur, et notamment sur la définition du viol fait aux enfants. Des agressions, des violences sexuelles faites aux enfants que vous avez dénommées selon la loi, d'après ce que vous avez dit, comme viol exclusivement, une seule catégorie, et qui exclut le consentement pour les enfants. Et voilà une source d'inspiration intéressante pour nous. Je vous remercie beaucoup. Je pourrais essayer de faire mon propos en parlant d'améliorer le travail des juges. Mais je serais encore en deçà de cela et je voudrais essayer d'améliorer mon propre positionnement de magistrat. Comment, moi, puis-je être meilleur juge ? Parce que les violences sexuelles faites aux enfants, les violences sexuelles et les violences au sein du couple, me semble-t-il, nous confrontent tous aux limites de nos compétences professionnelles et viennent ébranler les principes fondamentaux qui nous structurent comme professionnels, quel que soit notre champ respectif. Et pour le juge que je suis, les violences conjugales, les violences sexuelles faites aux enfants viennent ébranler les principes fondamentaux qui me structurent comme juge. Le premier de ces principes, c'est celui qui est issu de la Constitution, l'article 66 de la Constitution de la Ve République française. Les magistrats sont les gardiens des libertés individuelles. Une manière de lire ce principe est de dire que dès lors qu'une personne est attraite devant la justice comme mise en cause, mise en examen, prévenue, alors, au nom de la présomption d'innocence, la victime ne doit pas être considérée comme victime. Mais l'enfant, lui, il ne cesse pas d'être victime parce qu'il entre dans le bureau d'un juge et parce qu'une procédure est initiée. Ces violences viennent interroger aussi le principe dit du contradictoire, selon lequel, lors d'un procès, quel qu'il soit, une décision ne peut pas être rendue si tous les protagonistes de cette affaire n'ont pas eu connaissance de toutes les informations transmises, le plus possible au sein d'un même débat,
qui fait que bien souvent, par exemple dans le bureau du juge des enfants, on peut trouver assis côte à côte l'auteur du viol et la victime du viol. Sans avocat entre les deux, sans éducateur entre les deux, sans protecteur entre les deux, mais dans le tribunal où on est censé rappeler la loi, on les fait asseoir côte à côte. Je me souviens d'une audience de violence conjugale comme ça, où j'avais fait asseoir côte à côte le père, la mère et les deux enfants. Et je voulais les inviter à la coparentalité, j'y reviendrai tout à l'heure. Le père était très très d'accord avec moi, et la mère, elle ne disait rien. Après l'audience, l'éducatrice m'a dit, mais il ne faut pas oublier que pendant la vie commune, le père a violé la mère. Et moi, je lui ai demandé de s'asseoir à côté de celui qui l'avait violé, et je lui ai demandé d'être sujet de la protection de ses enfants. Mais comment pouvais-je le faire si je n'ajustais pas ma pratique pour mieux respecter le principe contradictoire? Ces violences viennent aussi interroger un autre principe fondamental pour les juristes, qui est le principe de la charge de la preuve. Tu fais une demande au juge, tu dois prouver le bien fondé de ta demande. Comment prouver ce qui se déroule dans le huis clos familial une fois que les portes et les fenêtres des maisons sont fermées? Comment mieux prendre en compte la parole de l'enfant? Et puis enfin, le principe dit de l'impartialité et qui dérive parfois vers une posture qui est celle de la neutralité bienveillante, qui doit parler à beaucoup de professionnels ici, qui finalement conduit à ne plus rien dire du tout. Et je me dis que cet enfant, à mon audience d'assistance éducative, dans sa tête, il doit se dire, mais si le juge ne dit pas, pour les violences conjugales, à mon père, que mon père n'a pas le droit de frapper ma mère, c'est que mon père a le droit. S'il ne dit pas à mes parents que mes parents n'ont pas le droit de me maltraiter, eh bien c'est que mes parents ont le droit. Alors pour... j'ai encore une seconde? Oui, une seconde. Bon, donc l'introduction est finie, je commence. Premier point, première piste, je dirais, pour essayer d'être meilleur juge, si je le pouvais, mieux articuler la parole de l'enfant, les droits de l'enfant et l'intérêt de l'enfant. Voilà ce triptyque dans toutes les décisions judiciaires qui concernent les enfants, c'est ses droits, sa parole, son intérêt. Et je pense que nous avons tendance, je le comprends bien d'ailleurs, à mettre au premier plan ses droits. Puis sa parole pour soutenir la revendication de ses droits et enfin ses besoins, son intérêt. Et je pense que c'est peut-être faire courir beaucoup de risques aux enfants. Et qu'il faudrait essayer de mieux articuler la parole et l'intérêt de l'enfant. Intérêt de l'enfant entendu comme la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Car alors, la parole et les besoins de l'enfant nous permettront de mieux repérer, de mieux voir les signes des violences, et pour ce qui nous concerne ce soir, des violences sexuelles infligées aux enfants. Et quand je parle de la parole de l'enfant, je pense à ce livre de Céline Raphaël, le docteur Céline Gréco-Raphaël, que vous connaissez peut-être, La démesure. Et elle exprime très très bien l'importance pour l'enfant d'être cru, d'être respecté dans sa parole, quels que soient les aléas de la procédure. Et puis pour aller vite, je passe directement au dernier point que je voulais voir, qui est meilleure articulation des décisions civiles et pénales concernant les enfants victimes de violences et de violences sexuelles spécifiquement. C'est une chose de les protéger en les plaçant en famille d'accueil ou dans une maison d'enfants. Mais si l'autorité parentale reste exercée par l'agresseur, même si l'agresseur est en prison, que dit-on à l'enfant? Si pour l'emmener voir un pédopsychiatre ou un psychologue spécialisé dans le psychotrauma, on lui dit « Attends, on va demander l'autorisation à ton père incarcéré » pour savoir s'il est d'accord. Moi je les ai vus, ces agresseurs, dire « Je refuse le soin ». Ils ont le pouvoir sur l'enfant, l'autorité parentale, dont on a excessivement, me semble-t-il, une conception que j'appelle patrimoniale. Et je pense que nous pouvons progresser en ayant la main plus lourde sur les retraits d'autorité parentale. Ce sont des décisions qui sont très rarement rendues par les juridictions civiles, mais aussi pénales, y compris dans les dossiers graves de violences sexuelles, délictuelles ou criminelles commises sur les enfants. Et hélas, les juridictions pourraient le faire davantage. Enfin, j'espère qu'elles puissent le faire davantage. Une proposition de loi portée ici même au Sénat par Madame Meunier et
avec elle avant par Madame Dini, voulait élargir pour presque systématiser le recours au retrait d'autorité parentale en cas de violence conjugale, délictuelle ou criminelle, ou de violence délictuelle ou criminelle, et notamment sexuelle, commise sur les enfants. Je pense que nous pouvons progresser en ce sens. Mais en deçà même du retrait d'autorité parentale, il y a les conditions d'exercice de l'autorité parentale, car un enfant peut être très gravement agressé par l'un de ses parents, mais protégé par l'autre. Il y a des situations dans lesquelles un parent est agresseur et un autre protecteur. Et il nous revient de savoir attribuer aux parents protecteurs l'exercice exclusif de l'autorité parentale pour protéger l'enfant. Et nous avons, je conclus, beaucoup de mal pour le faire, beaucoup de difficultés à le penser. Pourquoi ? Parce que nous vivons le droit de la famille et notre pensée des rapports familiaux avec un principe quasiment exclusif qui est le principe de la coparentalité. Évidemment, j'en suis un ardent défenseur, comme juge des enfants, je sais bien combien c'est essentiel. Mais un principe n'a de valeur que si nous lui reconnaissons des exceptions. Et il y a des situations dans lesquelles il ne peut pas y avoir de coparentalité. Mais pour être exclusivement dans la coparentalité, il fallait pouvoir justifier le déni. Et pour justifier le déni, on a inventé un concept qui s'appelle le syndrome d'aliénation parentale ou aliénation parentale, pour nous donner le droit de ne pas voir. Vous savez que comment ce concept a été inventé, spécifiquement pour les situations de divorce à la fin des années 80 par un psychiatre américain qui disait dans 90% des divorces avec un conflit sur la garde, la mère lave le cerveau de l'enfant pour que l'enfant ne veuille plus voir son père. Et puis on a dilué ce concept au point qu'on a fini par dire dès lors que la mère n'oblige pas l'enfant à aller quand même chez son autre parent, elle fait de l'aliénation parentale, même si l'enfant ne veut pas y aller. Alors comment protéger l'enfant quand on est un parent protecteur ? Car il y a des raisons légitimes pour ne pas voir un parent. L'alliance et le détachement. Et le détachement, c'est le processus par lequel l'enfant s'autorise à ne plus vouloir voir un parent maltraitant. Comment soutenir ses parents ? Sur les fausses dénonciations, je n'ai pas le temps de le dire, mais vous savez qu'il est extrêmement démontré en recherche que les fausses dénonciations, et notamment les fausses dénonciations de violences sexuelles, sont extrêmement résiduelles. Et pourtant, le syndrome d'aliénation parentale, ou le concept d'aliénation parentale, nous autorise à ne pas voir, car je dois conclure, donc je conclus. Notre mécontemporain, Charles Péguy, l'immense écrivain français, vous savez ce qu'il disait ? Il disait le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Et Muriel Salmona et l'association Mémoire traumatique et victimologie, Catherine Zavlav et les équipes qui ont préparé ce film, Les Sans-Voix, nous aident à voir. Je vous remercie de votre attention.